Quand je parle aujourd'hui de responsabilité collective, nous ressentons tout d'abord un frisson dans le dos. Des réflexes incontrôlables nous signalent en effet aussitôt que quelque chose comme la responsabilité collective ne peut plus exister aujourd'hui. En tant que société éclairée, nous avons tout de même dépassé les tragédies du Moyen-Âge. Des réflexes un peu plus contemporains nous rappellent alors, en guise d'avertissement, des scènes tragiques de responsabilité collective sous le national-socialisme des années 30 ou 40, ou la responsabilité collective pratiquée par le gouvernement israélien avec ses punitions collectives des années 80, ou encore les purges spirituelles en Corée du Nord dans les années 50 sous Kim Il-sung. Alors, pourquoi devrions-nous nous inquiéter de la responsabilité collective ? Il est peut-être vrai qu'avec toutes les mesures de sécurité prises contre le néofascisme, un cas comme celui de Philipp Scheidemann ne pourrait pas se reproduire. Il est impensable qu'une Gestapo puisse un jour intervenir comme elle l'a fait le 13 juillet 1933 pour entraîner de force ou contraindre les proches d'un accusé à une responsabilité collective. Mais je te le demande, es-tu vraiment sûr que notre société à la mode n'a plus rien à voir avec la responsabilité collective? Il faut comprendre que tous les cas de responsabilité collective de l'histoire humaine n'étaient rien comparés à celles que nous subissons aujourd'hui quotidiennement dans tous les domaines de notre vie. Et ce, curieusement, sans que la majorité des gens ne se rendent compte de ce qui se passe. Mais tout d'abord, je dois encore une fois élargir un peu plus ton regard habituel, ton champ de vision, pour que tu n'associes pas seulement par réflexe le terme de responsabilité collective à des scénarios comme celui de novembre 1939. La responsabilité collective ne se limite pas, comme après l'attentat raté contre Adolf Hitler, à l'arrestation par la Gestapo de toute la famille d'Elzer, l'auteur avoué de l'attentat, ou comme au printemps 1945, où 12 membres de la famille de Stauffenberg et un groupe d'une centaine de prisonniers ont été rassemblés au camp de concentration de Buchenwald. Nous ne faisons pas non plus le lien aujourd'hui avec juillet 2002, lorsque la Cour suprême israélienne a donné son feu vert à l'enlèvement de membres de la famille de terroristes présumés, afin qu'ils soient déportés de Cisjordanie vers la bande de Gaza en tant que bouclier humain. Non. Les versions postmodernes de la responsabilité collective dont nous parlons maintenant vont de notre responsabilité financière pour l'ensemble de notre système de santé et économique corrompu et criminel à nos systèmes d'information abusifs. Elles englobent notre responsabilité financière pour toute folie scientifique, tout acte terroriste caché contre la nature et l'environnement. Et elles englobent bien sûr aussi toute bureaucratie inutile ou toute folie générale dans la culture, l'idéologie, l'éducation. Oui, nous sommes redevables de milliers de milliards de taxes obligatoires pour d'innombrables activités de sociétés secrètes et de services secrets politiquement déguisés. En faisant cela, nous alimentons aussi fidèlement tout l'appareil judiciaire qu'ils ont infiltré, malgré la faillite juridique évidente depuis longtemps. Et voici en détail et en chiffres approximatifs ce que représente notre responsabilité collective actuelle, pour ne citer que 12 domaines de responsabilité financière. Premièrement, bien que les médias dominants, que j'aime appeler les médias pro-guerre, nous mentent et nous trompent jour après jour comme des arracheurs de dents, on nous impose chaque mois les taxes de la GEZ et de la CERAFE. N'est-ce pas? En Suisse, cela représente 1,37 milliard de francs suisses de taxes annuelles de responsabilité collective versées à la CERAFE. En Allemagne, 8,5 milliards d'euros par an de redevances obligatoires GEZ. Deuxièmement, après avoir mis en lumière dans d'autres émissions les voies les plus criminelles par lesquelles nos dettes publiques ont été contractées, nous portons actuellement, à cause de la responsabilité collective, le fardeau des sommes suivantes. En Suisse, en 2023, 141,687 milliards de francs suisses. En Allemagne, en 2024, 2 635,1 milliards d'euros. Cela représente 2,63 billions d'euros.
Pour ces deux pays seulement, le montant de la responsabilité collective s'élève à une somme modeste d'environ 2,78 billions d'euros. Réfléchissez à ce que représente ce chiffre. Cela fait 2780 milliards d'euros. Et comme vous l'avez certainement appris à l'école, 1 milliard d'euros est lui-même composé de 1000 millions d'euros. Aucun de nous ne peut saisir de manière purement intellectuelle cette somme provenant de la responsabilité collective, ni la régler. Il n'y a donc qu'une seule issue possible, mes chers amis. C'est la proclamation d'une remise totale des dettes à l'échelle mondiale. Nous pourrions facilement déclarer une telle chose lors d'un référendum démocratique mondial. Cela relève du pouvoir du peuple, puisqu'il est le souverain légal. Dans la Bible, Dieu a d'ailleurs fermement ordonné une remise de dette sans compromis pour chaque 50e année, appelée année de remise. Lisons cela ensemble. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Si ce n'est pas une raison de se réjouir. Troisièmement, regardons en troisième lieu le montant total des impôts qui nous sont extorqués par an et par habitant. En 2023, cela représentait 74,784 milliards de francs suisses. En Allemagne, 915,8 milliards d'euros, uniquement des impôts. Par rapport à l'année précédente, cela représentait en Allemagne une augmentation de 20 000 millions d'euros. Quatrièmement, combien de taxes avons-nous versées à l'UE à cause de cette responsabilité collective? En Suisse, nous avons payé 1,7 milliard de francs suisses en 2024 pour les seuls accords bilatéraux. En Allemagne, ce prélèvement sur les ménages, tendrement appelé contribution à l'UE, s'est élevé la même année à 29,874 milliards d'euros. Cinquièmement, ensuite, nous sommes tous tenus collectivement responsables des taxes sur l'alcool et le tabac. À ce stade, certains vont bien sûr s'opposer en disant « Attendez, je ne fume pas et je ne bois pas ». Cette taxe a été répercutée de manière équitable sur ceux qui sont concernés. Nous oublions toutefois que des pans entiers de notre économie en subissent des pertes sensibles. Par exemple, parce que de nombreux fumeurs et buveurs n'ont tout simplement pas les moyens de se nourrir sainement et encore moins de pratiquer une activité sportive ou touristique quelconque. Beaucoup se promènent toujours avec les mêmes vêtements. Cette branche de l'économie en souffre également. On pourrait en parler indéfiniment, vous voyez? Et toute personne en bonne santé qui souhaite exceptionnellement déguster un bon verre de vin paye aujourd'hui, par exemple à Zurich, 9 à 12 francs suisses le verre au restaurant, et ce pour un vin médiocre, voire mauvais, qu'il soit rouge ou blanc. Voici également un bref aperçu des taxes actuelles sur le tabac. En Suisse, elles s'élèvent à 2,025 milliards de francs suisses en 2023. En Allemagne, à 14,6 milliards d'euros en 2020. Je mentionne ce sujet parce qu'on nous a présenté des preuves de la façon dont nos dirigeants ont secrètement joué sur le marché boursier, même avec nos cotisations de retraite, et ont en fait perdu des dizaines de milliards de dollars. Vous n'êtes pas au courant? Regardez l'émission qui s'affiche sur l'écran. Que ferait-il de nos taxes sur l'alcool et le tabac? Ce dont nous avons besoin, mes chers amis, c'est d'une surveillance sans faille de toutes les transactions et de tous les flux financiers. Et cette surveillance doit être assurée de A à Z par le peuple neutre, dans tous les domaines. Tout doit être examiné à la loupe par des instances vraiment impartiales. Sinon, nous allons être saignés à blanc à cause de tous les abus de pouvoir sournois. Sixièmement, j'en viens aux taxes de responsabilité collective dans le domaine de l'environnement. À quel niveau les prélèvements obligatoires nous touchent-ils? Vous savez, en réalité, les chiffres sont encore bien plus élevés, parce que ce n'est que la version officielle. En Suisse, cela représentait 16,2 milliards de francs suisses en 2023. En Allemagne, 966,698 milliards d'euros de taxes environnementales en 2022.
Septièmement, et maintenant, l'un des plus grands concepts de responsabilité collective sur lequel je reviendrai à la fin de manière plus détaillée. Le système de santé, nos cotisations obligatoires à l'assurance maladie. En Suisse, nous avons dépensé 91,482 milliards de francs suisses pour la santé en 2022, soit 10 428 francs suisses par citoyen. Il y a quelques décennies, ce chiffre s'élevait à quelques centaines de francs suisses. En d'autres termes, cela représente 11,7% du produit intérieur brut. En 1960, ce chiffre était encore de 4,5%. Au cours de la même période, l'Allemagne a encaissé 497,7 milliards d'euros, soit 5 939 euros par habitant. Par rapport à l'année précédente, cela représente une augmentation des paiements obligatoires de 4,8%. Vous voyez, nous payons de plus en plus et nous sommes de plus en plus malades. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne veux plus vivre avec cette responsabilité collective. Qu'en est-il de la responsabilité collective en ce qui concerne en chiffres la recherche scientifique souvent si follement absurde? Par exemple, nos taxes obligatoires pour les activités spatiales, le CERN suisse et d'autres institutions. Huitièmement, les contributions au CERN se sont élevées en 2024 en Suisse à 45,8 millions de francs suisses, en Allemagne à 258,2 millions d'euros. Neuvièmement, pour les récentes contributions à l'ESA, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne, la Suisse s'est à nouveau saignée à blanc avec 600 millions de francs suisses supplémentaires, l'Allemagne avec 951,6 millions d'euros supplémentaires. Dixièmement, 3% du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, soit plus de 20 milliards de francs suisses, sont prélevés chaque année en Suisse pour la recherche générale, et ce uniquement pour la recherche fondamentale et le développement. Mais ce qui en résulte concrètement, nous le voyons entre autres dans les technologies de surveillance de plus en plus perfectionnées. Vous comprenez ? À vous, Allemands, ils ont pris 121,4 milliards d'euros pour la même chose rien qu'en 2022. Onzièmement, la culture, qui devient de plus en plus inquiétante, nous traite aussi selon la responsabilité collective. En Suisse, elle nous a demandé 343 francs suisses par habitant pour la seule année 2021. La contribution obligatoire de l'Allemagne s'est élevée à environ 14,5 milliards d'euros. Douzièmement, mais nos mécanismes de coercition militaire doivent également être comptés dans la responsabilité collective. Malgré le nombre croissant de millions de personnes pacifiques qui manifestent ouvertement pour la paix, 5,7 milliards de francs suisses nous ont été retirés à nous, les Suisses neutres, en 2023. Et aux Allemands, pas enclins à la guerre, 72 milliards d'euros supplémentaires en 2024. Si on additionne ces 12 domaines de responsabilité collective, on obtient en Suisse un total d'environ 24 000 francs suisses par an sur chaque tête, y compris celle de chaque bébé, bien entendu. En Allemagne, ce sont même 32 000 euros par an sur chaque tête. Et en plus de ces prélèvements obligatoires annuels, nous devons encore supporter, comme nous l'avons déjà mentionné, les dettes publiques contractées de manière criminelle. En Suisse, ce sont donc 16 000 francs suisses supplémentaires qui s'abattent sur chaque tête, et ce jusqu'au nouveau-né. En Allemagne, cela représente environ 32 000 euros supplémentaires par tête. Si nous faisons le calcul maintenant, c'est-à-dire si nous regardons uniquement l'année 2024, une dette due à la responsabilité collective de 60 000 francs suisses ou euros en moyenne, c'est à peu près la même chose, pèse actuellement sur chaque tête suisse et allemande. Et dans ce calcul, nous avons certainement négligé et donc laissé de côté quelques autres concepts de responsabilité collective marquants. Malgré tout, une question logique s'impose.
Que peut faire l'humanité trompée contre de tels développements? Après tout, elle subit en quelque sorte le sort de l'épouse d'Ulysse qui, pendant la longue absence de son époux, a dû regarder impuissante une bande de prétendants avides et sans scrupules dévorer les biens de son mari, pour reprendre la mythologie grecque d'Homère. Par ce discours, j'évoque toutefois des possibilités et des issues plus modérées pour sortir de la responsabilité collective que celle utilisée par Ulysse. En effet, comme chacun sait, à son retour, il a tué sans ménagement tous les prétendants qui avaient courtisé sa Pénélope en l'exploitant et a ainsi repris le contrôle d'Ithaque. Permettez-moi de proposer un modèle de financement bien plus équitable et salutaire, au sens propre du terme, en prenant le modèle de la responsabilité collective dans notre système de santé. Pour l'instant, laissons vagabonder nos idées sans engagement. Écoutez ce que j'ai à dire, car c'est justement dans nos systèmes de santé que l'injustice la plus absurde de la responsabilité collective est la plus scandaleuse. Les âmes les plus pieuses et les esprits les plus chastes ne sont plus seulement contraints de cofinancer des avortements, mais aussi toutes sortes de chirurgies sur des personnes non satisfaites de leur sexe. Dès que ces personnes n'ont plus envie d'un zizi et se le font remplacer par une chatte artificielle avec une poitrine généreuse, on nous demande de payer. Et tout cela, bien sûr, dans n'importe quel autre sens. Réopération. Mais cela fait des décennies que notre système de santé est tout aussi injuste à tout point de vue. Les gens les plus sobres et les plus raisonnables doivent impitoyablement payer des factures encore plus élevées pour les dommages consécutifs aux excès des gloutons et des ivrognes. Il faut le dire. D'innombrables personnes qui vivent modestement et presque abstinentes doivent payer les dommages consécutifs aux perversions sexuelles avec toutes leurs épidémies, mycoses et maladies sexuellement transmissibles. Les personnes propres et soucieuses de l'hygiène doivent assumer les conséquences de leurs contemporains incorrigibles qui vivent dans la saleté. La plupart du temps, ces personnes sont constamment malades parce qu'elles sont trop paresseuses pour nettoyer la saleté de leur corps et de leur logement. Les esprits les plus délicats devraient payer pour les excès démesurés des toxicomanes, des alcooliques, des accros aux pilules et autres asociaux. Tous des incorrigibles qui ne veulent rien apprendre. En plus de ce tourment, il y a toujours eu des querelles éternelles de ces « je sais tout » entre les partis de droite et de gauche, entre les libéraux et les conservateurs, entre les groupes religieux et non religieux, etc. Mes chers, c'est précisément dans ces querelles intestines constantes que c'est « je sais tout » que je sens le potentiel d'un système de santé entièrement nouveau et donc absolument équitable. Selon le proverbe « qui se ressemble s'assemble » ou selon la loi avérée selon laquelle « qui se ressemble s'attire », il ne serait que justice que nous établissions également le mode de financement de notre système de santé selon ces critères précis. Je pense qu'un essai ne ferait pas de mal. Je plaide en faveur d'un référendum démocratique pour que nous nous prononcions en faveur d'un projet pilote en la matière. Tous les participants volontaires devraient être libérés de toutes leurs obligations antérieures vis-à-vis d'une caisse d'assurance maladie ou d'une réglementation sanitaire existante pour la durée de ce projet pilote officiellement décidé. En clair, cela signifierait que la gauche, par exemple, gérerait ses propres soins médicaux elle-même et qu'il en irait de même pour la droite. Cela signifierait qu'aucun homme de gauche ne devrait entrer dans une chaîne d'approvisionnement de la droite et aucun homme de droite ne devrait se mettre sous la perfusion de la gauche. De même, les libéraux devraient avoir entre eux leur propre système de prise en charge et de financement, de même que les personnes partageant les mêmes convictions religieuses ou autres. Chacun devrait s'associer très librement à n'importe quel groupe de son choix, mais en tout cas assez semblable. De cette manière, on verrait assez clairement lequel des « je sais tout » qui s'humilient mutuellement a effectivement le mode de vie le plus sain. Il faut simplement nous rappeler une fois de plus que la grande majorité des maladies ont quelque chose à voir avec des modes de vie contre nature.
Vous comprenez? Les dommages généraux causés à la population par le rayonnement de la téléphonie mobile, l'approvisionnement en eau potable polluée, le smog, etc., continueraient à se répartir équitablement entre tous les groupes, même dans le nouveau système de financement. En effet, tout le monde est concerné de la même manière, qu'on soit au courant ou non. Malheureusement, les traitements médicaux de plus en plus coûteux des siècles passés se sont de plus en plus concentrés sur le traitement des symptômes plutôt que sur le traitement des causes des maladies. Cette ignorance des lois fondamentales de cause à effet et des lois de la nature est criminelle et a bien sûr permis aux médecins et à Big Pharma de réaliser des bénéfices astronomiques en cas de crise. Après plusieurs décennies de travail social auprès des toxicomanes, d'alcooliques et d'autres personnes souffrant de troubles psychiques, je peux te dire avec certitude que ce sont justement les partis qui ont le plus grand clapet qui nuisent le plus à nos systèmes sociaux et de santé. Mais dans la pratique, ils parviennent toujours à prendre en même temps le rôle le plus dominant dans la politique et à tout nous dicter. Ceux-là même qui nous imposent des lois toujours plus absurdes. La dernière chose que ferait une telle espèce serait de changer son propre mode de vie, de se soumettre aux lois de la nature ou même à des obligations morales. Et tu vois, je ne cite pas ici de cercle ou de nom concret. Pour l'instant, il ne s'agit que du principe. Il s'agit simplement de réfléchir à un nouveau système de financement dans lequel chacun devrait rester fidèle à ses pairs de manière très pratique. Pour un essai, il faudrait que nos systèmes d'assurance maladie habituels soient réservés, au moins temporairement, à ceux qui le souhaitent vraiment. Mais pour les autres, la liberté de se retirer temporairement devrait être garantie. J'affirme qu'en l'espace de 1 à 3 ans, nous verrions clairement quel groupe devrait changer radicalement de mode de vie pour ne pas être asphyxié financièrement par les dommages qui en résultent. Je pense encore un peu plus loin. Le nouveau postulat serait que chaque personne devrait s'associer à au moins 1000 à 2000 personnes de son choix partageant les mêmes idées pour former un nouveau système de santé. Ces cercles pourraient alors, dans l'idéal, désigner leur propre unité ou organe administratif sans avoir à acquérir des bâtiments particuliers et tout le tintouin. Depuis chez soi, il serait possible d'enregistrer en groupe gérable les cas de maladie via des conférences téléphoniques ou autres, puis de les traiter. Pour cela, il suffirait d'avoir des contributeurs honnêtes et ouverts, comme c'était le cas dans les tribunaux populaires, c'est-à-dire les jurys ou tribunaux populaires qui étaient courants autrefois. Comme une famille, on se pencherait brièvement sur les cas de maladie et on déciderait ensuite de la voie à suivre pour le traitement. Rien que cela permettrait de supprimer en permanence des milliards de frais de bureaucratie et d'infrastructures. Dans un premier temps, les tarifs de l'assurance maladie pourraient être les mêmes que par le passé, mais les salaires administratifs devraient dans un premier temps être maintenus aussi bas que possible. Il faudrait augmenter les salaires administratifs seulement après qu'un excédent rassurant d'indemnité de maladie serait créé. Certaines choses pourraient être différentes, mais vous comprenez qu'il faut y réfléchir. Et puis, les salaires administratifs n'augmenteraient que proportionnellement aux excédents réalisés, comme un système de bonus. De même, il serait extrêmement salutaire que, comme dans la Chine ancienne, les médecins ne soient payés dans le nouveau système de santé qu'une fois qu'ils ont pu obtenir un succès vraiment visible avec leur art. Sinon, tout le monde pourrait devenir médecin. Une gestion bénévole serait bien sûr la cerise sur le gâteau. Je pense tout haut. Une telle démarche aurait le grand avantage que tout serait d'emblée beaucoup plus rapide. Et croyez-moi, tout gaspillage d'argent et tout profit en temps de crise organisé par un lobby prendrait fin du jour au lendemain. Plus les excédents sont importants, plus la caisse maladie pourrait alors être avantageuse pour tous. Cela permettrait de motiver tout le monde à choisir et à trouver le meilleur chemin vers la guérison. L'équipe administrative bénévole pourrait changer de temps en temps afin de permettre au plus grand nombre de participants de développer un sens plus profond de notre système de santé. Et je sais que ce nouveau mode de gestion serait bien entendu une nouvelle forme
de responsabilité collective. Mais je pense qu'elle serait bien plus juste qu'auparavant. En effet, toutes les personnes homosexuelles, lesbiennes, queer et autres personnes enthousiastes à l'égard de LGBTQIA pourraient désormais créer et gérer entre elles leur propre système de santé. Avec les transsexuels et tous ceux qui manifestent un tel enthousiasme pour une liberté sans limite, ils pourraient alors former des cercles d'expérience extrêmement salutaires et impitoyablement contraignants. Nos systèmes d'assurance maladie actuels, qui ont toujours mis tous les humains dans le même panier, devraient au moins temporairement libérer totalement tous les groupes de tests. Ce serait la condition préalable. Il faudrait inscrire dans la loi que pendant cette période, toute intrusion de personnes qui ne partagent pas les mêmes idées est inadmissible. La taille minimale de 1000 à 2000 personnes partageant les mêmes idées, ce n'est qu'une proposition initiale, devrait également être inscrite dans la loi comme obligatoire, afin que personne ne soit soudainement livré à lui-même. Et je peux vous assurer, après des décennies de travail social, que ce serait la manière la plus rigoureuse et la plus rapide d'amener notre société à une meilleure santé. Toute obligation de se soumettre à des médecins légitimes et à Big Pharma, telle qu'elle existe jusqu'à présent, serait d'abord entièrement supprimée pendant la phase de test. On devrait garantir à tous le droit de recevoir le traitement de santé qu'il choisit lui-même pendant cette période. Cette libération ne devrait pas non plus poser de problème entre personnes partageant les mêmes idées. Ceux qui veulent continuer à faire confiance à Big Pharma peuvent continuer à boire à cette source. Mais celui qui s'en tient entièrement aux méthodes et aux remèdes naturels devrait alors suivre cette voie avec ses semblables. Mais chaque cercle autoproclamé devrait alors naturellement assumer jusqu'au bout ses frais de santé ou de maladie. Je pense que pour instruire objectivement l'ensemble de la famille humaine, une telle réorganisation du système de santé, d'abord d'1 à 3 ans, serait amplement suffisante. Il serait alors temps de dresser un premier bilan officiel et de comparer objectivement tous les groupes afin que le groupe le plus sain puisse se révéler. Cela signifie celui qui a les frais médicaux les plus bas. Et ce groupe devrait ensuite se voir accorder la souveraineté politique sur le développement de l'ensemble du système de santé, comme par exemple davantage de parts de voix, etc. Ainsi, ceux qui ont le plus à offrir dans la pratique auront enfin à nouveau quelque chose à dire. Malheureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est le contraire qui se produit actuellement. D'ailleurs, tout travailleur social ou professionnel de santé dans le monde pourrait le confirmer, si seulement il a fait son travail les yeux ouverts et les sens en éveil. Je dis, au nom de Dieu, je demande à chacun de mes auditeurs et en particulier, encore une fois, à tous les professionnels et à toute la chrétienté, à toutes les religions, placez-vous maintenant avec courage et engagement dans les rangs de combat des lanceurs d'alerte libres. Car si vous aviez courageusement élevé la voix avec nous dès le début, nous aurions sans doute gagné depuis longtemps. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 1977.